Donald Trump a annoncé l'annulation des discussions de paix avec l'Iran, sous médiation pakistanaise. La raison invoquée par Trump sur ses réseaux: trop de temps perdu à voyager, trop de travail. En plus, il y a d'énormes divisions et une grande confusion au sein de leur direction. Une formulation qui dit beaucoup sur l'état d'esprit de Washington vis-à-vis de Téhéran en ce moment. Et Trump d'ajouter dimanche: j'ai dit que nous n'allions plus faire de négociations directes avec l'Iran. S'ils veulent parler, ils peuvent venir vers nous, ou ils peuvent nous appeler, nous avons de très bonnes lignes téléphoniques sécurisées. Le message est clair: Washington ne se déplace plus. C'est à l'Iran de faire le premier geste. Mais voilà ce que cette déclaration ne dit pas. Selon le média américain Axios, l'Iran a transmis aux États-Unis, via le Pakistan, une nouvelle proposition concrète. Cette proposition vise à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin à la guerre, en reportant à une date ultérieure les négociations sur le dossier nucléaire. Autrement dit, Téhéran propose de séparer les deux questions. D'abord la paix et le détroit, ensuite le nucléaire. Une approche pragmatique, en deux temps. Et cette proposition a été relayée par l'agence officielle iranienne IRENA sur Telegram, confirmant qu'elle n'est pas un bruit de couloir, mais une démarche officielle. En parallèle, l'agence iranienne Fars rapporte que Téhéran a également envoyé, par l'intermédiaire du Pakistan, des messages écrits à Washington relatifs à ces lignes rouges dans les négociations. Les positions iraniennes sont donc sur la table, formalisées, transmises. Ce sont les Américains qui ont choisi de ne pas envoyer leurs émissaires. Pendant ce temps, le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, n'est pas resté immobile. Bien au contraire. Son agenda de ce week-end ressemble à un sprint diplomatique à travers plusieurs fuseaux horaires. Vendredi, il était à Islamabad. Samedi matin, il quittait le Pakistan pour Mascate, en Oman, où il a rencontré le sultan Haitham Ben Tarek. Après cet entretien, il a écrit sur X: « En tant que seuls États riverains d'Ormuz, nous nous sommes focalisés sur les moyens d'assurer un transit sûr, dans l'intérêt de tous nos chers voisins et du monde entier. » Un message calibré, adressé autant aux pays du Golfe qu'à la communauté internationale. Il a aussi salué l'approche responsable d'Oman dans le soutien aux efforts diplomatiques et réaffirmé la volonté de Téhéran de préserver des relations amicales avec Oman et les autres pays du sud du Golfe. Mais il a également déclaré, sans ambiguïté, que l'expérience de la guerre imposée de 40 jours contre l'Iran a montré que la présence militaire américaine dans les pays de la région ne fait que provoquer insécurité et division. Un message politique fort, adressé aux voisins du Golfe. Araghchi a ensuite échangé par téléphone avec son homologue turc, Hakan Fidan, avant de retourner à Islamabad dimanche, pour repartir aussitôt vers Moscou. Sa destination finale, Saint-Pétersbourg, où il doit rencontrer Vladimir Poutine. Cette réunion a été confirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé par l'agence TASS. L'ambassadeur iranien en Russie, Kazem Jalali, a décrit ce déplacement comme s'inscrivant dans le cadre du combat diplomatique visant à promouvoir les intérêts de l'Iran et sur fond de menaces extérieures. Il a également affirmé que l'Iran et la Russie présentent un front uni face aux forces hégémoniques mondiales. Et il a souligné que les deux pays partagent l'aspiration à un monde exempt d'unilatéralisme et de domination occidentale. Ces mots ne sont pas anodins. Ils dessinent un cadre idéologique commun entre Moscou et Téhéran dans cette crise. Il signale que l'Iran cherche activement à consolider un axe diplomatique alternatif à Washington. Avant de quitter le Pakistan, Araghchi avait également informé son homologue français, Jean-Noël Barrot, des derniers développements liés au cessez-le-feu et des efforts diplomatiques en cours. Il a souligné l'importance du rôle constructif des pays européens dans ce processus et exprimé l'espoir que la continuation des discussions permette d'aboutir à l'instauration de la paix dans la région. L'Iran soigne ses relations avec l'Europe, pas pour remplacer le dialogue avec Washington, mais pour créer une pression diplomatique internationale supplémentaire. Du côté iranien,
La position de fond est également clarifiée par le président Massoud Pezeshkian lui-même. Lors d'un entretien téléphonique samedi soir avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, il a expliqué que les États-Unis devraient d'abord lever les obstacles opérationnels pour permettre l'ouverture d'une nouvelle série de négociations. Traduction: tant que le blocus américain des ports iraniens reste en vigueur, Téhéran ne s'assoira pas à la table. Pezeshkian avait aussi déclaré publiquement que l'Iran ne s'engagerait pas dans des négociations forcées sous la pression, les menaces et un blocus. Une ligne de fermeté. Mais parallèlement, des propositions concrètes sont transmises via le Pakistan. L'Iran joue sur deux registres simultanément, la fermeté publique et le pragmatisme diplomatique discret. Et Abbas Araghchi a formulé l'accusation centrale de Téhéran avec une clarté remarquable, lundi matin, à son arrivée en Russie. Les approches américaines ont fait que le précédent cycle de négociations, malgré des progrès, n'a pas atteint ses objectifs en raison d'exigences excessives. Selon lui, ce sont les États-Unis qui ont fait échouer le sommet d'Islamabad, pas l'Iran. Et sur le détroit d'Ormuz, il a ajouté: la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz est une question mondiale importante. Une formulation qui rappelle à la communauté internationale l'enjeu collectif de cette voie maritime. Pendant ce temps, le blocus naval américain continue de produire ses effets. La marine américaine a intercepté samedi, en mer d'Arabie, un navire battant pavillon panaméen visé par des sanctions. Le MV Sevan, numéro IMO 9-1777-806. Ce navire figure parmi 19 bâtiments de la flotte Fantôme, sanctionnés vendredi par le département du Trésor américain, pour leur lien avec le transport de milliards de dollars de produits énergétiques iraniens, pétrole, gaz, propane et butane, vers des marchés étrangers. L'USS Pinckney, destroyer DDG-91, a envoyé un hélicoptère pour intercepter le Sevan, qui s'est ensuite conformé aux instructions en faisant demi-tour vers l'Iran, sous escorte américaine. Ce navire appartient à la société Anka Energy and Logistics Co., établie à Dubaï. Et ce n'est pas un incident isolé. 37 bâtiments ont été interceptés depuis le début du blocus, selon le CENTCOM. Il y a aussi une révélation d'importance stratégique majeure ce week-end, rapportée par le média américain Axios. Israël a déployé une batterie du système de défense antimissile Dôme de fer aux Émirats arabes unis, accompagnée de plusieurs dizaines de soldats chargés de son fonctionnement, dès le début de la guerre avec l'Iran. C'est la première fois qu'Israël déploie ce système dans un autre pays, et les Émirats sont le premier État, en dehors d'Israël et des États-Unis, à l'utiliser. Ce déploiement fait suite à un entretien entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président émirati Mohamed Ben Zayed Al Nahyan. Depuis le début du conflit, les Émirats arabes unis ont été le pays de la région le plus ciblé par l'Iran, selon leur propre ministère de la Défense, qui fait état d'environ 550 projectiles balistiques et de croisière, ainsi que plus de 2200 drones tirés contre leur territoire, dont la plupart ont été interceptés, mais certains ont atteint des cibles militaires et civiles. Un haut responsable émirati a déclaré à propos de l'aide israélienne « Nous ne l'oublierons pas ». Et un autre a également salué le soutien de plusieurs pays, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Australie. Il y a également un épisode troublant survenu samedi soir à Washington qui a failli tout faire dérailler. Des coups de feu ont été tirés lors du gala annuel des correspondants de la Maison-Blanche, conduisant à l'évacuation du président américain et à l'annulation de l'événement. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, qui joue le rôle de médiateur dans la crise, s'est déclaré profondément choqué par cet incident, exprimant son soulagement de savoir que Trump et les autres participants étaient en sécurité. Trump, de son côté, a déclaré « Je ne sais pas si cela avait quelque chose à voir avec ça », en référence à la guerre en Iran, avant d'ajouter qu'il ne renoncera pas à gagner la guerre en Iran. Enfin, il y a la question cruciale de la Cour suprême israélienne, qui a ordonné dimanche à l'État d'imposer des sanctions financières
aux juifs ultra-orthodoxes ayant refusé la conscription obligatoire. Cette décision intervient dans un contexte de tension profonde au sein de la société israélienne, où des dizaines de milliers d'appelés et réservistes restent mobilisés. Les ultra-orthodoxes représentent 14% de la population juive d'Israël et constituent un réservoir d'environ 66 000 hommes en âge de servir. La Cour exige la suppression d'avantages financiers dont ils bénéficiaient, notamment en matière d'impôts locaux, de transports publics et de subventions pour les crèches. Aryeh Deri, chef du parti ultra-orthodoxe Chasse, a dénoncé une atteinte grave au fondement même de l'existence du peuple juif en Israël. Une fracture interne qui complique davantage la position de Netanyahou, dont la survie politique dépend précisément de ses alliés ultra-orthodoxes. Voilà donc où nous en sommes. Un sprint diplomatique iranien, Islamabad, Mascate, Islamabad, Saint-Pétersbourg, pendant que Washington annule ses déplacements. Une proposition iranienne concrète sur la table, relayée via le Pakistan, pendant que Trump dit qu'il ne veut plus de négociations directes. Un blocus qui continue, 37 navires interceptés et un dôme de fer israélien déployé pour la première fois hors de ses frontières. Et en arrière-plan, Moscou qui entre dans le jeu diplomatique comme nouveau partenaire de Téhéran. La question que je vous pose est celle-ci. Pensez-vous que la proposition iranienne, rouvrir Hormuz maintenant, négocier le nucléaire plus tard, est une base réaliste pour sortir de cette impasse ? Ou est-ce que Washington et Téhéran sont désormais trop loin l'un de l'autre pour que la diplomatie puisse encore fonctionner ? Répondez dans les commentaires. Et si cette analyse vous a été utile, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très bientôt.